Donc, bonjour à toutes et tous. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Laura Calabrese, professeure à l'Université libre de Bruxelles, qui a publié un ouvrage, j'espère que vous voyez, voilà, Penser les mots, dire la migration, qui aborde donc la question du lexique autour de la question migratoire et bien sûr des usages sociaux qui en sont faits. Donc Laura Calabrese enseigne l'analyse de discours, la sociolinguistique de la communication, et elle co-dirige la revue Le discours et la langue. Et donc aujourd'hui, elle va nous présenter son travail autour de changements sémantiques et de débats lexicaux autour des mots de la migration. Et elle va aussi agrandir un petit peu son corpus. Donc Laura, je te donne la parole et merci encore d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invitée. Et donc, je vais commencer le partage maintenant. Alors, est-ce que vous voyez les slides? Oui, tout à fait. Par contre, ah oui. Donc, je dois mettre le diaporama, hein, c'est ça? Oui, c'est ça. Bon, voilà. Vous aurez remarqué que j'ai changé mon titre parce que je me suis dit, je vais élargir par rapport au mot de la migration et donc qui fait référence à certains travaux individuels et surtout à ce travail que j'ai fait avec Marie Véniard. Alors, j'ai décidé d'élargir parce que je pense que c'est toujours intéressant de voir quel est le programme de recherche, hein, quelles sont les grandes questions que l'on se pose au-delà de phénomènes particuliers qui nous intéressent, au-delà de l'accumulation des articles, finalement, où on veut en venir. Et donc, c'est pour ça que j'ai changé mon titre. Mais bon, je crois que c'est un classique, hein. On propose quelque chose et puis après, quand on commence vraiment à faire la présentation, voilà, on change. Donc, je vais commencer par montrer un peu sur quoi je travaille, sur quoi j'ai toujours travaillé depuis ma thèse. Je n'ai pas travaillé que sur ces corpus-là, mais ce sont, disons, c'est le gros de mes travaux que j'ai menés avec d'autres personnes et que, bien entendu, plein d'autres personnes ont inspiré, dont beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui ici présentes. Alors, pour commencer donc avec les corpus, donc vous avez ici une série de mots ou d'expressions, mais vous avez vu, j'ai mis donc l'article entre parenthèses parce que ce qui m'intéresse, évidemment, c'est non pas uniquement le mot, mais l'expression nominale définie, puisque c'est l'expression nominale qui réfère, hein. Donc, je me suis beaucoup intéressée aux désignants d'événements, hein. Sophie Moiron, elle a été dans mon jury de thèse et je me suis beaucoup inspirée de ses travaux, évidemment. Et donc ici, vous avez dans la première ligne, hein, la révolution du jasmin, c'est une dénomination contestée, hein. Une autre dénomination d'événements contestés est la crise des réfugiés. Il y a beaucoup d'acteurs sociaux qui disent que ce n'est pas une crise des réfugiés, c'est une crise de l'asile. On va aussi contester les dénominations des personnes qui sont en déplacement, les migrants, les réfugiés, comment est-ce qu'il faut dire. J'ai aussi travaillé sur la dénomination du voile, comment est-ce qu'on nomme un objet social qui tout d'un coup acquiert une signification symbolique très particulière. Je m'intéresse aujourd'hui aussi aux dénominations des racismes et comment ces dénominations, hein, islamophobie, antisémitisme, sont contestées aussi dans l'espace public. L'expression, plutôt le mot race ou la race, ce qu'elle désigne, je m'intéresse, je travaille actuellement sur des corpus autour du mot race et je vais y revenir, donc je ne vais pas entrer dans le détail maintenant. J'ai aussi travaillé sur la diversité, la neutralité. Il y a eu beaucoup de débats en Belgique autour de la neutralité. Donc, vous savez qu'ici, tout arrive un peu plus tard qu'en France et autrement aussi. Et donc, maintenant, nous, on est en train de débattre autour des signes religieux et de ce que neutralité veut dire. Et on se focalise plus particulièrement sur ce mot puisque la Belgique n'est pas un pays qui se définit comme laïque.
même s'il est laïque, hein, il y a une séparation entre Église et État, mais qui se définit comme neutre. Et donc, il va y avoir tous ces débats autour de ce mot-là. Et donc, ce qui m'intéresse par rapport à ce répertoire de mots ou d'expressions, il y a deux choses qui m'intéressent. Alors, la première chose, c'est attendez, c'est la nature de ces désignants. Alors, pourquoi? Parce que on se rend compte que certaines classes de mots font plus l'objet de controverses et de reformulations que d'autres. Et donc, déjà, cette question, pourquoi certains mots et pas d'autres, c'est une question qui mérite d'être répondue et la réponse, elle est très, très complexe. Je vais y revenir. Et la deuxième chose qui m'intéresse, c'est quel est le rôle de ces débats, des débats autour des mots ou d'expressions dans le discours social. C'est-à-dire comment ces débats, ils sont utilisés pour façonner les représentations et donc quel est le rôle dans la construction de la réalité sociale, on pourrait dire, mais je ne sais pas si on peut vraiment parler de construction. C'est pour ça que j'utilise cette formulation un peu large, quel est le rôle dans le discours social. Alors, on retrouve dans tous ces corpus, on retrouve des controverses lexicales où il y a une série de mots, ou au moins 2 mots, au moins, parfois c'est tout un paradigme désignationnel ou des mots, oui, des propositions plutôt binaires, hein, comme par exemple le migrant réfugié, comment est-ce qu'il faut appeler les gens qui sont maintenant en déplacement dans le monde, est-ce qu'il faut les appeler migrants réfugiés, donc des controverses lexicales, est-ce qu'il faut dire la crise des réfugiés ou la crise de l'accueil? On retrouve aussi des controverses qui portent sur la sémantique du nom, hein, sur le sens du mot, donc des controverses ou des reformulations sémantiques. C'est le cas de race, c'est le cas de neutralité, c'est le cas d'islamophobie, où il ne va pas y avoir de débat lexical dans le sens où est-ce que c'est un mot ou c'est un autre, mais il va y avoir un débat sur le sens, hein, et donc indirectement sur le référent, on va le voir. Alors, il faut bien distinguer la controverse ou le débat lexical de la controverse sémantique. Il y a aussi des cas de néologie lexicale, où il y a une émergence de nouveaux items lexicaux, ou une néologie de sens, où il y a un mot qui existait déjà, qui était déjà en circulation, hein, et qui va acquérir de nouveaux sens. Alors, c'est le cas de diversité, hein, qui va devenir extrêmement polysémique, mais c'est aussi le cas, si on parle de néologie lexicale, de islam. Alors, j'ai récemment travaillé sur les dénominations d'islam, et alors on voit que dans les médias, il y a toute une série tout un paradigme désignationnel dans ce cas-ci, mais en fait, ce sont des sous-catégorisations d'islam. Donc, tous ces termes-là ne sont pas tout à fait corréférents. Et donc, on voit des phénomènes assez particuliers, comme par exemple, on a des désignations, puisque ce ne sont pas vraiment des dénominations figées, mais des désignations telles que l'islam en Europe ou l'islam d'Europe, qui vont signifier des choses tout à fait différentes, à savoir l'islam en Europe ou en Belgique ou en France. Ça va être les manifestations locales de l'islam, alors que l'islam d'Europe ou l'islam de Belgique ou de France, ça va être un islam avec des caractéristiques particulières. Il y a un article qu'on vient de publier, que je viens de publier avec Magali Guaresi sur cette question. Si éventuellement ça vous intéresse. Donc, on observe tous ces phénomènes dans ces corpus et sûrement bien d'autres qui, moi, m'échappent ou que d'autres personnes ont étudié. Alors, le travail sur les mots de la migration qu'on a fait avec Marie Vénière, il reposait un peu sur cette idée, à savoir montrer comment le changement sémantique et ou lexical accompagne et parfois provoque le changement social. Alors, on pourrait faire le même exercice qu'on a fait avec les mots de la migration dans d'autres domaines, hein. Mais l'intérêt du domaine des migrations, il est multiple. Alors, je vais vous montrer quelles sont les raisons, l'intérêt, quel est l'intérêt d'étudier
une espèce de méga corpus sur les migrations, comme celui qu'on a étudié à l'aide de tous les auteurs et autrices qu'on a sollicités. Alors, tout d'abord, la première question, c'est que il s'agit, le champ lexical des migrations, il est assez ancien et il va donc permettre d'observer la variation lexico-sémantique sur le long terme, ce qui n'est pas le cas de tous les domaines de la vie sociale. Et donc, il y a des termes qui remontent à l'Antiquité et d'autres qui ont été créés récemment, comme par exemple alloctone ou dubliné. Alors, la deuxième raison, c'est que c'est un lexique qui appartient à plusieurs types et genres de discours. Et donc, il y a une alternance assez remarquable entre le discours juridique, le discours administratif et le discours courant qu'on n'a pas pour d'autres domaines de la vie sociale. Et donc, tous ces mots, ils vont voyager d'un discours à l'autre. Je donne des exemples. Alloctone, qu'on n'utilise pas en France, mais qu'on utilise beaucoup en Belgique, puisque c'est une traduction du néerlandais. Il a été importé des Pays-Bas. Alloctone, c'est un euphémisme pour étrangers. Alors, allochtones, immigrés, primo-arrivants, qui sont des catégories administratives, réfugiés ou étrangers, qui sont des catégories juridiques, elles vont se retrouver dans le discours courant, dans le discours médiatique et politique aussi, qui ne sont pas des discours spécialisés, et en conséquence, ces termes, ces catégories, elles vont être employées avec des logiques tout à fait différentes. Et donc, c'est cette double appartenance qui va permettre des phénomènes comme la synonymie entre étrangers et immigrés ou entre migrants et réfugiés, alors que leurs sens spécialisés sont assez éloignés. Alors, la troisième raison, c'est le fait qu'il y a eu, par rapport, dans ce domaine de migration, il y a eu une volonté des acteurs d'infléchir le sens des mots, parfois dans le cadre d'un débat métalinguistique explicite et parfois en dehors de tout débat explicite, donc sans métadiscours. Et notamment, dans le champ politique, il y a eu des acteurs qui ont voulu influencer le sens des mots. Aussi, beaucoup de journalistes ont essayé de participer à ces débats. Et vous vous souvenez sûrement de ce moment discursif très, très dense où les journalistes se posaient la question sur le mot juste pour appeler les migrants. Comment est-ce qu'on doit les appeler, hein? Bon, nous, en tant que linguistes, on sait que le mot juste n'existe pas. Donc, c'était tous les arguments métalinguistiques qu'ils donnaient qui étaient plutôt intéressants pour nous. Alors, ces moments de controverse, ils sont précieux pour les discursivistes parce qu'ils vont nous permettre d'observer cette articulation entre le changement linguistique et les changements dans les représentations. D'ailleurs, des moments de controverse sur le sens, sur les choix des mots, ça n'arrive pas tout le temps et dans tous les domaines de la vie sociale. Donc, on voit que les mots liés aux migrations et à l'immigration, ils sont particulièrement l'objet de controverses. Et plus ces mots sont débattus, plus ils deviennent sémantiquement productifs, mais en conséquence aussi sémantiquement instables. Alors, la quatrième raison qui fait que ces corpus sont extrêmement intéressants pour nous, c'est l'usure de beaucoup d'unités lexicales. Alors, à commencer par migrants. D'ailleurs, tout le débat lancé par Al Jazeera autour de comment il faut dire migrants ou réfugiés partait de la base que le mot migrant, il était usé, qu'il était trop chargé négativement et que donc il fallait le changer. Mais il y a d'autres cas, on peut dire la même chose du mot allochtone qui a été créé pour remplacer le mot étranger, mais il a subi la même usure, il s'est chargé, on va dire, de représentations très négatives. Et donc, à un moment donné, on a explicitement décidé de cesser de l'utiliser dans l'administration. La même chose est arrivée un peu avec le mot clandestin. Il y a d'autres phénomènes qui peuvent rentrer ici, comme par exemple la spécialisation de certains mots, comme le mot exilé. Le mot exilé, quand la crise des réfugiés est arrivée à peu près, ou le grand moment de la crise des réfugiés, quand il y a eu ce pic en 2015, on s'est posé la question, pourquoi est-ce qu'on n'utilise pas le mot exilé, qui collait très bien pour les personnes qui fuyaient par exemple la Syrie.
Eh bien, non, on a très, très peu utilisé ce mot parce que c'est un mot qui s'est spécialisé avec un sens un peu particulier, un peu romantique, qui le faisait, disons, qui le rendait un peu, peu utile ou peu apte à nommer le phénomène qu'on a vécu en 2015. Alors, la 5e raison qui explique l'intérêt pour les mots de la migration, c'est que justement, de la même manière qu'il y a des mots qui s'usent et qui sortent de circulation, on va aussi créer des mots. Donc, il y a une grande productivité lexicale, une néologie que ce champ lexical produit lorsqu'il est approprié par les acteurs sociaux. Alors, on peut citer, par exemple, faux réfugiés, réfugiés économiques. Ce sont des catégories qui sont nées dans le champ politique, dans le discours politique. On peut aussi citer transmigrants. Je ne sais pas si c'est un terme qui a circulé en France, mais en Belgique, on l'a beaucoup utilisé. C'est un mot qui vient du champ politique et qui ensuite est passé de manière tout à fait acritique dans le discours médiatique. Et donc, c'est un mot qui désigne les migrants en transit vers l'Angleterre. Il a été introduit par le ministre de l'Intérieur belge et les journalistes l'ont repris tel quel. Donc là, on voit très, très bien la néologie. Et il y a aussi énormément de néologismes qui ont été créés dans le monde associatif, créés ou une espèce de néologie de sens. Par exemple, on a dans le monde associatif, il y a plusieurs acteurs qui ont décidé d'appeler les réfugiés des invités, où ils ont créé une dénomination nouveau avec un N et puis un V, nouveau. La 6e raison qui rendait ces corpus si intéressants est le fait que certains changements lexico-sémantiques avaient des conséquences tout à fait observables et concrètes dans les pratiques sociales, dans les politiques publiques et bien évidemment dans les représentations des usagers qui étaient visibles dans la conversation sur les réseaux sociaux. Alors, les effets de la catégorisation juridique, ils sont très clairs. Mais à un moment donné, moi, j'ai l'impression qu'on surestimait beaucoup le pouvoir de ces catégories lorsqu'elles circulent en dehors du champ juridique. Quand Al Jazeera dit on va commencer à appeler tous les gens qui sont en déplacement des réfugiés, eh bien, est-ce que ça n'a pas d'impact en termes juridiques? Ce n'est pas pour autant que les pays vont faire les démarches pour les considérer comme des réfugiés à part entière. Alors, est-ce que c'est une démarche symbolique ou pas tout à fait? Bon, on peut dire que ça a eu un effet sur les représentations puisque ça a généré un débat social assez important. Bon, et la dernière raison est que, on avait dans ce domaine des migrations, on avait un énorme répertoire de mots qui permettait d'aborder plusieurs cas de figure. Et donc, je vais revenir maintenant rapidement sur certaines entrées de ce livre pour illustrer ça. Alors, je les ai mis par ordre alphabétique. Alors, j'ai déjà parlé du cas de Allochthone. J'ai mis entre parenthèses le nom de l'auteur qui a développé la notice. Alors, le cas d'Allochthone, on est là dans la création d'une catégorie administrative qui, à un moment donné, est devenue, elle a complètement changé de sens et elle est devenue imprononçable, on va dire. Et elle s'est chargée de sens très négatif et donc elle est sortie de circulation. Alors elle est sortie officiellement de circulation même si les gens continuent à l'utiliser. Alors le mot diversité, dans ce cas, on a un mot qui a une polysémie qui est évidente quand on travaille le mot sur des corpus variés, mais qui est pas tout à fait identifiable par les énonciateurs. Et donc, ça va autoriser des usages très formulaires. Bon, il y a Eric Kornblit ici qui a travaillé sur le mot diversité
Elle en sait beaucoup plus que moi. Donc, voilà, en tout cas, polysémie, une énorme polysémie du mot qui va permettre des usages complètement ambigus. Bon, le cas d'intégration, là, on est dans une problématique qui est à la fois lexicale et sémantique, parce que c'est un mot qui vient remplacer assimilation et où on va voir aussi ce passage du processus à l'exigence institutionnelle. Donc, ce qui était vu comme un processus devient une injonction envers l'individu. Bon, un autre débat lexical, celui de migrants réfugiés, sur lequel j'ai travaillé, où les acteurs se posent la question du mot juste, et ça a été un débat extrêmement intéressant en termes de représentation linguistique des non-linguistes. Je vais revenir sur ça parce que c'est vraiment un des aspects qui m'intéresse le plus dans les débats lexicaux, c'est à quel moment les acteurs identifient les choix lexicaux comme étant importants et à quel moment ils considèrent que les mots n'ont aucune importance. Donc, je vais y revenir tout à l'heure. Bon, le cas de l'adjectif multiculturel, qui est beaucoup plus ambigu que le nom multiculturalité. Alors, j'ai mis idem, mais en fait, c'est parce que j'ai changé l'ordre des mots. Donc, en fait, c'est idem par rapport à diversité dans le sens où il y a une énorme polysémie de ce mot qui alterne avec des mots tout aussi ambigus, comme par exemple vivre ensemble. Et donc, multiculturel, c'est le cas d'un mot où disons, la distance entre le sens lexical et le sens en discours est énorme. De la même manière, c'est le même phénomène qu'on vérifie pour le mot diversité. Et donc, ça autorise aussi des usages très, très ambigus, donc extrêmement ambigus, avec des confusions entre multiculturel, multiculturalité, multiculturalisme, qui sont des confusions très courantes en France, surtout. Beaucoup moins en Belgique. Par exemple, j'ai des corpus où il y a des hommes politiques en temps de campagne qui vont dire « la France n'est pas un pays multiculturel ». Bon, Marie, elle a travaillé sur ce corpus. La France n'est pas un pays multiculturel. Alors, en termes stricts, bien sûr qu'elle l'est, puisqu'il y a des groupes culturels, des groupes linguistiques natifs, d'ailleurs, pas d'origine immigrée, mais natifs qui sont différents. Donc, bien sûr qu'elle l'est, mais cette ambiguïté dont l'usage va permettre des discours complètement confus par rapport à la question. Il y a des exemples tels que d'hommes politiques français qui disent « la France n'est pas un pays multiculturel comme la Belgique ». Mais alors, quand ils disent ça, ils ne pensent pas aux groupes natifs en Belgique. Ils ne pensent pas aux Wallons et aux Flamands. Ils pensent aux immigrés. Et donc, on voit comment multiculturel devient aussi un synonyme d'immigration, et d'immigration extra-européenne, parce que vous savez que le groupe immigré le plus grand en Belgique, ce sont les Français. Mais on ne pense pas aux Français quand on utilise l'adjectif multiculturel. On pense aux immigrés non européens. Bon, il y a aussi le cas du mot réfugié, qui est un cas extrêmement intéressant, où on voit comment c'est un mot qui a été façonné par des débats politiques, et donc est considéré réfugié, ce que, comme l'a montré Karina Coca, ce que le camp occidental considérait comme un réfugié politique et non pas un réfugié économique. Il y a le cas de sans-papiers, qui est un cas très intéressant parce que c'est une autodénomination des acteurs, justement pour contrer d'autres mots qui étaient considérés comme très péjoratifs, comme clandestin par exemple. C'est une autodénomination, mais qui a aussi subi cette usure, il s'est chargé de sens assez négatif, et donc on voit que maintenant il est contesté
même parfois par les mêmes acteurs qui l'ont proposé au début. Donc voilà, dans tous les cas que j'ai cités, donc que ce soit de mes propres recherches ou des recherches de mes collègues, on observe donc deux phénomènes qui sont liés. D'un côté, il y a un changement linguistique, soit une variation sémantique, soit un changement lexical, parce qu'on essaye de remplacer un item lexical par un autre, et donc un changement linguistique qui accompagne, voire provoque un changement dans les représentations et parfois dans les pratiques. Parce que, évidemment, dans tous ces débats lexicaux, la volonté des acteurs, c'est d'agir sur la référence, bien évidemment. Parfois, de manière très explicite, en agissant directement sur le lexique de la langue, avec la néologie ou pas, les mots allochtones, dubliné, intégration, et parfois de manière plus subtile parce que les locuteurs n'ont pas conscience de la polysémie qui est en train de s'opérer. Et c'est le cas de diversité, de multiculturalité, d'étrangers. Il n'y a pas vraiment de débat autour de diversité et de multiculturalité, mais il y a beaucoup de reformulation des acteurs. Oui. Donc, on voit bien l'intérêt de ces corpus, à savoir l'articulation entre la nature du changement qui s'opère dans le mot avec le changement social qu'il induit ou bien qu'on essaye d'induire, de provoquer dans le monde social. Alors, c'est extrêmement important de pouvoir décrire ce changement en linguiste pour éviter je ne dis pas que je le fais bien ou que, voilà, pas du tout, mais j'essaye. Je pense qu'il faut vraiment un effort vraiment de revenir à la linguistique pour essayer de décrire au mieux les processus et pour éviter des formulations trop générales qu'on voit souvent, qu'on voit chez les non-linguistes, tels que les mots sont importants, on va y revenir, mais qu'on voit aussi beaucoup en sciences sociales, parfois, on ne va pas faire du name and shame, mais parfois dans la sociologie ou dans d'autres sciences sociales, où voilà, le langage construit le réel, où les mots sont performatifs. On sait que la notion de performativité, elle a souffert d'une certaine inflation et donc il faut revenir aux mécanismes précis qui sont à l'œuvre. Et c'est un peu ça qu'on a essayé de faire avec Marie et avec l'aide de nos collègues dans ce livre. Et donc, décrire le changement en linguiste pour ensuite pouvoir décrire en discursiviste l'articulation avec les pratiques sociales, ce qui implique un croisement avec d'autres disciplines et avec d'autres littératures pour lesquelles souvent on n'est pas spécialiste, ce qui fait qu'on n'est jamais un spécialiste de ces questions-là. On ne peut que proposer des hypothèses, les vérifier sur corpus et essayer de poser les bonnes questions. Et donc finalement, la question qui intéresse ici est qu'est-ce que ces mots font à la réalité sociale, à la réalité partagée. Et c'est une question qu'on ne peut pas, bien entendu, répondre en une fois. Et d'ailleurs, la réponse, elle évolue avec l'état des connaissances et pas tellement en analyse de discours, mais en philosophie du langage, en sémantique lexicale, en neurolinguistique, en linguistique cognitive. Et donc, on doit se nourrir de ces disciplines pour essayer de répondre à ces questions au cas par cas, corpus après corpus. Et c'est pour ça que je dis, on ne peut jamais devenir un spécialiste de cette question-là. Alors, ce qui est très intéressant, je l'avais déjà mentionné, est comment les locuteurs ordinaires traitent cette question de l'effet ou de l'impact de certains mots dans les représentations. Alors, il va y avoir des moments dans la conversation sociale où les locuteurs ils vont exprimer la certitude que les mots impactent les représentations, voire les pratiques. Ils vont utiliser la métaphore du poids des mots, l'expression le mot juste, etc. Et il y a d'autres moments où ils vont dire le contraire, c'est-à-dire ils vont réfuter cette action de la langue sur les représentations. Alors, un exemple très actuel, c'est les débats sur le langage inclusif, où il y a certains qui avancent que la création d'un nouveau pronom ne va rien changer aux représentations, alors que d'autres soutiennent le contraire. Mais ces mêmes personnes qui soutiennent le contraire, ou vice-versa en fait, parce que c'est pas un clivage gauche-droite, c'est pas un clivage, en fait, c'est un clivage il n'y a pas de clivage. Le même énonciateur, à un moment donné, il peut dire
les mots sont importants ou les mots ne sont pas importants. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, la langue est importante, la langue n'est pas importante. D'ailleurs, il y a une série d'expressions dans toutes les langues pour dire les deux. Et moi, je répertorie en ce moment ces expressions. Je vous laisse ici un petit échantillon. Donc, vous voyez sur la colonne de gauche, voilà, les expressions qui correspondent au poids. Voilà, la langue, les mots ont un poids, une intensité, une profondeur, ou bien il y a plein d'autres expressions pour dire que les mots n'ont pas de poids. Bon, le tableau, il est beaucoup plus grand. Ici, c'est un échantillon. Et si vous repérez d'autres expressions dans d'autres langues, s'il vous plaît, envoyez-les-moi par mail parce que, voilà, en plus, je fais ça en 3 langues, mais il doit y avoir des dizaines d'autres expressions. Et donc, on voit ici, dans ce tableau, que les locuteurs ordinaires, ils se posent aussi la question des effets de la langue sur les représentations, mais ils vont trancher assez rapidement en disant oui, ça a un effet ou non, ça n'a aucun effet. Et donc, ça me ramène à mon programme initial qui est de répondre à pourquoi certains désignants sont tellement malléables et pourquoi est-ce qu'ils sont plus soumis à la variation, mais aussi quels sont les contextes dans lesquels certains locuteurs utilisent la métaphore du poids des mots ou ils utilisent du métalangage pour reformuler en général, alors que d'autres avancent au contraire que les mots n'ont aucun poids ou aucune incidence sur les représentations. Et dans ces cas, ils vont éviter le métalangage, ils vont utiliser les mots de manière tout à fait référentielle. Et donc, on est ici dans un questionnement sur la nature des désignants. Donc, ma question est pourquoi certains mots sont plus débattus que d'autres au niveau social. Et donc, tous les concepts que je vous ai montrés jusqu'ici sont ce qu'on peut appeler à la suite de Searle des concepts sociaux ou, même si voilà, les définitions ne sont pas exactement les mêmes, mais j'assimile ces deux concepts parce qu'ils décrivent très bien le phénomène. Kaufmann, il appelle ça des phénomènes aréférentiels. Hein. Donc, dans les concepts sociaux pour Searle ou les phénomènes aréférentiels pour Kaufmann, on observe l'importance de la nomination. C'est-à-dire que leur existence, l'existence de ces objets ou de ces réalités ou de ces images mentales dépend d'une catégorisation préalable. Oui. Ce qui fait que leur sens est très instable et qu'il va y avoir une plus grande fluidité conceptuelle. Ce qui va faire qu'ils sont plus l'objet de controverses sociales. Alors, bon, je vais très rapidement ici, mais j'imagine que beaucoup d'entre vous connaissent cette littérature. Alors, cela ne veut pas dire que le lexique des objets référentiels ou des phénomènes naturels est tout à fait stable. Et donc, qu'il y a un lien que le lien entre le signe et le référent est univoque. On sait que les catégories qui désignent des objets réels ou des phénomènes référentiels sont aussi instables. Hein, ce qui, évidemment, ça remet en question toute la vision saussurienne du signe. Alors, je vous montre une citation de Dubois et Mondada, je vous laisse lire. Alors, elles nous disent que l'instabilité caractérise la façon normale et routinière de décrire autant les objets sociaux que les objets naturels. Hein. Et donc, les catégories de la langue ne sont ni évidentes ni données une fois pour toutes. Elles donnent une série d'exemples. Elles expliquent, par exemple, qu'en 1991, l'Union européenne, elle recatégorise les carottes en fruits au lieu de racines ou légumes. Ou bien elle nous explique que jusqu'au XVIe siècle, les chauves-souris sont des oiseaux. Alors moi-même, j'ai étudié d'autres cas d'événements qui sont désignés par des noms, par un paradigme désignationnel, hein, comme vous vous souvenez, la grippe H1N1 qui maintenant ne paraît qu'un très très lointain souvenir par rapport à ce qu'on vit maintenant. Et vous vous souvenez que cette grippe, elle avait été appelée porcine, mexicaine, nord-américaine, et à chaque fois, on avait changé de dénomination. Et donc, un même objet peut appartenir à des catégories différentes en fonction du contexte et
à la fois, en même temps, une catégorie peut être appliquée à plusieurs objets. Et les cas de polysémie sont extrêmement courants. Bon, il y a bien évidemment tous les travaux de Jacqueline Autier qui ont montré la non-coïncidence entre le mot et la chose, elle montre que c'est tout à fait banal comme phénomène. Mais alors, qu'est-ce qui fait que les concepts sociaux sont plus malléables que les objets naturels, hein, ou les objets référentiels? Eh bien, une première réponse qu'on pourrait donner est qu'ils sont moins discrets. Donc, il est moins facile d'en dessiner les contours, et donc la catégorisation, elle va aider à dessiner ces contours. Et c'est la raison pour laquelle ils sont plus soumis à des débats publics ou à une plus forte variation sémantique. Et donc, dans ce sens, on peut observer, et je suis, disons, à 80% sûre de ce que je vais dire, parce qu'il y a sûrement beaucoup de contre-exemples. On observe que les objets naturels sont moins objets de controverses publiques. Je répète, il y a sûrement plein de contre-exemples. Et que l'enjeu de la nomination, la renomination, la reformulation, il est presque nul. Et donc, on ne va pas mobiliser beaucoup de ressources sociales pour débattre du sens de tous les mots. Et donc, certains mots ou expressions sont plus susceptibles d'être l'objet de débats publics qui sont un type particulier être l'objet de débats, oui, de débats lexicaux, sémantiques, qui sont un type particulier de débat social, parce que, je dis, c'est un type particulier parce qu'ils mettent en évidence l'arbitraire du signe et donc ils vont affaiblir le code. Du coup, il doit y avoir un gain à intervenir ou à lancer des débats autour du sens, hein. Et donc, on peut se demander à quoi servent ces débats. Alors, on peut dire, étant donné que la nomination, hein, permet de discrétiser le phénomène, de le rendre plus discret pour le cerveau, hein, de comprendre où commence ou où termine un phénomène, étant donné que la nomination permet de stabiliser les référents sociaux, qu'il permet d'agir, qu'il permet de créer des problèmes publics, par exemple, qu'il permet de penser des phénomènes comme une injustice, hein, on peut penser le mot racisme, le mot antisémitisme, le mot islamophobie, le mot féminicide, il permet de penser un phénomène qui est déjà là comme une injustice structurelle. Étant donné que la nomination permet de faire tout ça, alors les débats autour de la nomination, ils vont permettre de régler le sens et de redessiner les contours du référent pour influencer nos représentations. Bon, je vais, pour finir toutes ces... Là j'ai un peu résumé mes recherches et les recherches de mes collègues autour de ces questions, et je vais maintenant essayer d'exemplifier tout ça, toutes ces problématiques, avec une recherche récente qui porte sur le mot race que j'ai fait avec une de mes doctorantes, Laurie Joncret. Alors, l'article, il n'est pas encore publié, il est en cours d'évaluation, comme ça vous le savez. Alors, je vais très, très rapidement résumer le contexte de circulation du mot race, très, très rapidement. Vous avez sûrement lu le numéro de mots sur le dernier numéro de mots, puisqu'il y en a eu d'autres, hein, sur le concept de race. Donc, très, très rapidement, le résumé. Donc, vous savez qu'il y a une énorme littérature qui traite de l'histoire de ce mot, qui est un mot qui a une très longue vie dans le monde occidental. Et on sait que c'est un mot qui, tout d'abord, a désigné la différence sociale, la différence de caste, pour ensuite désigner la différence phénotypique, et qui, au XIXe siècle, il va intégrer des théories pseudo-scientifiques qui vont justifier la hiérarchie entre les humains. Et après la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le mot, il sort de circulation par un effet des événements eux-mêmes, hein, par l'action du nazisme, mais aussi parce que les avancées dans le domaine scientifique permettent de comprendre que les traits phénotypiques, ils ne sont qu'une partie infime de notre code génétique. Et on entre ainsi dans un discours contre la race. Et la recherche qu'on a faite, elle porte sur un troisième moment, sur une troisième vie
on va dire, du mot race, dans laquelle ce mot, il est réhabilité, notamment dans les sciences sociales et dans le discours militant antiraciste, mais plus particulièrement dans ce qu'on appelle l'antiracisme différentialiste, qui ne date pas d'hier. Dans les travaux de Taguieff, il en parle depuis au moins les années 80. Mais bon, c'est un type d'antiracisme qui était beaucoup moins populaire qu'il ne l'est aujourd'hui. Alors, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a collecté un corpus de sites d'associations antiracistes belges et aussi on a retranscrit des débats parlementaires qui se sont tenus au Parlement bruxellois cette année. Et alors, on a construit une grille d'analyse pour coder le corpus manuellement. Et le but était de voir si le mot race était utilisé de manière référentielle ou pas, et s'il y avait des métadiscours autour. Hein. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc, je vais vous montrer quelques extraits de ce corpus. Il y a ici 3 associations qui sont citées, le MRAX, BEPAX et NAPAR. Bon, il faut savoir que la première association, le MRAX, s'inscrit plutôt dans un type d'antiracisme universaliste, comme on dit, alors que les 2 autres relèvent plutôt de l'antiracisme différentialiste. Donc, cet antiracisme qui insiste sur la différence plutôt que sur ce qui est commun. Et il n'y a aucun jugement de valeur de ma part lorsque je dis ça. C'est juste descriptif. Voilà. Alors, vous voyez donc dans la première citation, bon, je vous laisse lire un peu. Alors, vous voyez que dans les 2 premières citations du MRAX, le mot race n'a pas de référent, hein, puisque les races humaines, elles n'existent pas. Et on va utiliser cette colocation qui revient en permanence dans les discours sur le racisme, qu'est la prétendue race. Oui. Alors, il n'a pas de référent, les races n'existent pas. Bon, voilà, la France a retiré le mot race de sa constitution. La Belgique ne l'a pas fait, mais a rajouté prétendue race. Alors, pourquoi avoir gardé le mot race? Parce qu'il se retrouve un peu partout dans le discours juridique. Donc, ce serait l'argument qu'ils ont donné, ce serait un peu incohérent avec la législation européenne si on supprimait le mot race, mais par contre, on va rajouter prétendue race pour montrer que le mot, voilà, il n'a pas de référent. Alors que dans l'exemple 3, vous voyez très bien que le mot, il est utilisé de manière tout à fait référentielle, et ça, on le constate dans tous les corpus de cette association-là. La race, elle a un sens et elle a un référent qui est plus ou moins clair, on va le voir. Alors, les exemples 4 et 5 qui proviennent c'est une coupole d'associations antiracistes très active en Belgique et qui a écrit un mémorandum. Alors, ce mémorandum sur l'antiracisme définit à plusieurs endroits le mot race et le mot racisme, et on l'a aussi inclus dans le corpus, j'ai oublié de le mentionner. Et donc, vous voyez ici, on est dans des formulations qui sont beaucoup plus ambiguës parce qu'on a la race réelle ou supposée, donc il y a les deux. Mais il y a aussi une sous-catégorisation, la race sociale. Alors, race sociale est un syntagme qui existe dans l'antiracisme différentialiste depuis quelque temps. Mais que donc, la race, elle est recatégorisée en race sociale, mais elle s'intègre aussi dans un paradigme. La couleur de peau et, attendez, parce que je ne peux pas avoir mon... Voilà. Mais aussi l'origine ethnique. Alors, on peut se demander est-ce qu'ils sont coréférents ou pas, est-ce qu'ils désignent exactement la même chose, est-ce qu'ils sont des synonymes ou pas, et s'ils sont des synonymes, alors pourquoi la redondance, ou bien peut-être qu'ils ne sont pas tout à fait des synonymes. Voilà. Bon, ça, c'est juste un échantillon du corpus. Je ne vais pas entrer dans le détail, mais je vais vous montrer, il me reste 10 minutes, je vais vous montrer les résultats de ce travail, de cette recherche. Alors, bon, on va lire le tableau de gauche à droite. Et donc, les résultats sont les suivants. Le mot race, il a voyagé entre 3 formations discursives depuis qu'il est apparu
en Occident. Alors, la première formation discursive est une formation discursive raciste, même si, voilà, c'est un anachronisme, évidemment, hein, le mot est un anachronisme par rapport à l'époque, mais aujourd'hui, on peut dire que c'est une formation discursive clairement raciste qui va du 18e à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, dans cette formation discursive, le mot est là, elle contient les SEM suivants. Il y a les traits phénotypiques, hein, couplés à des comportements, et aussi il y a le sens de hiérarchie entre les humains. S'il y a des races, c'est parce qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres. Ça fait partie du sens du mot. Et donc, dans cette formation discursive, la race est une réalité qui est biologique. Et dans ce sens, le mot, il a un sens et il a une référence. Dans la deuxième formation discursive, qui commence à la fin de la guerre et qui va jusqu'à à peu près les années 2010, bon, on peut en discuter, il faut faire un peu plus de recherche pour voir exactement quand est-ce que ça a commencé, même si voilà, les deux discours, ils se superposent à les deux dernières formations discursives. Donc, fin de la guerre jusqu'à les années 2000. Et là, on est dans une formation discursive antiraciste universaliste qui parle contre la race et où la race, le mot race, puisqu'il ne sort pas entièrement de circulation, je l'ai dit, il reste dans le discours juridique et parfois un peu dans les discours quotidiens. Et donc, le SEM que l'on retrouve est celui de couleur de la peau uniquement, pas tous les traits phénotypiques, voilà, couleur de la peau, mais il n'y a plus hiérarchie entre les humains, hein. On a vidé le mot d'une partie de son sens, et donc là, on est dans une négation de la réalité de la race, on dénonce le discours pseudo-scientifique, et le mot race, il est majoritairement remplacé par d'autres, même s'il ne disparaît pas. Et encore, on parle de la langue française, mais en anglais, il n'a jamais cessé d'être utilisé. Mais bon, on n'a pas encore étudié un corpus en anglais, donc voilà. Et donc, dans cette deuxième formation discursive, le mot, il a un sens, mais il n'a plus de référence. Parce que la plupart du temps, on dit la prétendue race, les races ou plutôt la couleur de la peau, l'origine ethnique. En tout cas, voilà, à partir du moment où l'UNESCO dit qu'il n'y a pas de race, le mot, il est vidé de sa référence. Et dans la troisième formation discursive, qui est celle de l'antiracisme différentialiste qu'on a étudié, le mot, il va se recharger de sens, hein. Et alors, les SEM vont être encore une fois couleur de la peau, mais il va inclure aussi l'idée de domination sociale. S'il y a des races, il existe des races, mais parce qu'il y a une domination sociale. Les races, elles sont dans nos têtes, elles ne sont pas objectives, et donc le mot implique une domination sociale et il implique un racisme. Il y a des races parce qu'il y a un racisme, il y a des racismes. Et donc, dans cette formation discursive, le mot, il est assumé par ce discours antiraciste et il revient à son sens premier, mais il est requalifié. Donc, effectivement, si les races existent, mais elles ne sont plus biologiques, elles sont sociales parce qu'elles existent dans les représentations sociales. Et donc, ici, dans cette formation discursive, le mot, il a bien une référence parce que le sens, il est reformulé, hein. Alors, pour conclure, on voit ici un mot qui a traversé les siècles en changeant plusieurs fois de sens et de formation discursive, qui est réhabilité malgré l'absence de référence. Donc, ce n'est pas un cas typique de non-coïncidence entre le mot et la chose parce que la chose désignée, elle est déclarée non existante à un moment donné. Et donc, on voit bien la nature instable du référent qui va changer à chaque formation discursive. On voit aussi la nature instable du lien entre le mot et la chose, et c'est pourquoi le mot race, il va coexister avec d'autres, hein, dans un paradigme désignationnel, couleur de la peau, origine ethnique, minorité visible. Et on voit comment le changement sémantique, ainsi que tous les métadiscours autour du terme, ils modifient ou tentent de modifier les représentations. Donc, concrètement, réhabilitation du terme, on va le purger d'abord de son sens racialiste, on réinjecte du contenu sémantique pour qu'il puisse référer, sinon il ne peut pas référer.
on le requalifie pour mieux restreindre le référent, mais ce qui est très intéressant, c'est qu'il va garder tout son potentiel subversif par la circulation même du référent, hein, du référent, du signifiant. Donc, par le seul fait de prononcer le mot race, il y a tout un potentiel subversif. Et donc, comme résultat de tout ça, on a un mot qui est extrêmement polysémique parce qu'il est employé à la fois pour désigner les traits phénotypiques, une construction sociale de rapport de domination, mais aussi un marqueur d'identité assumée. Et c'est là qu'il devient extrêmement ambigu. Donc, le potentiel polémique du mot, il est énorme et donc c'est un terrain parfait pour faire de la sémantique discursive parce qu'on voit bien que le sens du mot, il se construit, il n'est pas donné d'emblée, mais il se construit d'une formation discursive à une autre. Voilà, donc c'est avec ça, je termine ma présentation. J'étais peut-être un petit peu vite, je ne sais pas. Mais donc, je serais ravie d'entendre vos commentaires, suggestions ou autres. Merci beaucoup, Laura. Merci pour cette présentation très riche. Et c'est vrai que je voudrais m'excuser parce que tout à l'heure, j'ai parlé de l'ouvrage en te citant et j'ai omis de citer Marie Véniard, hein, qui a coordonné l'ouvrage avec toi. Donc, merci d'avoir insisté sur ce point. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Donc, n'hésitez pas soit à réagir dans le chat, dans l'espace de discussion, ou bien à demander la parole en ayant un petit emoji, par exemple, qui se trouve en bas de l'écran. Il n'y a pas de questions. J'aurais peut-être une remarque. Ce que je trouve très intéressant dans ta présentation, Laura, c'est de voir aussi ces parcours de termes. Et de ce point de vue-là, le terme race est vraiment intéressant. Et en même temps, je m'interrogeais sur les profils un peu des acteurs qui, selon, bien évidemment, alors je sais que ça ne fait pas forcément partie des approches que tu privilégies, mais selon leur positionnement, on va avoir, j'ai envie de dire, des succès, entre guillemets, de mise en circulation de termes et surtout de resémantisation qui vont être plus ou moins réussis. Donc, je ne sais pas si ces associations dont tu as parlé, elles ont un point important en Belgique. Et voilà, c'est ma première question. Et la deuxième, parce que ça fait écho à un débat que nous avons en France en ce moment avec l'idée terrifiante, hein, de grands remplacements qui fait hélas son chemin et qui est porté par un certain nombre d'acteurs politiques. Et donc, ma deuxième question, c'était est-ce que vous avez aussi cette expression en Belgique? Non, cette expression, elle circule très peu. Alors, ce qui est intéressant et à la fois qui fait un peu peur, c'est que tous les débats, en Belgique francophone, tous les débats français sont importés par le journalisme. Donc, ils se font l'écho immédiatement, ce qui fait que maintenant, les gens ils commencent à voir cette expression dans la presse, puisque voilà, les candidats d'extrême droite en parlent. Et voilà. C'est la même chose avec les islamo-gauchistes. Ici, personne ne parle des islamo-gauchistes, mais on en a des échos par la presse française. Et c'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'ils vont entrer par les médias mainstream parce que le journalisme belge francophone, il est extrêmement attentif à ce qui se passe en France. Donc, non, alors il faut savoir que l'extrême droite en Belgique francophone est très petite comme phénomène. Elle est plus importante en Flandre, beaucoup plus importante. Mais je pense que l'extrême droite flamande, elle s'est renouvelée, elle est très jeune et ils connaissent très bien les codes, les nouveaux codes. Et donc, je pense qu'ils vont éviter de faire des erreurs. Et c'est ça qui fait qu'ils sont très, très dangereux. C'est que, voilà, c'est pas cousu de fil blanc. C'est un discours qui est beaucoup plus subtil. Beaucoup plus subtil. D'ailleurs, ils utilisent beaucoup le mot diversité, mais ils disent la diversité, on en a beaucoup, on en a déjà.
Et donc, il joue sur le caractère formulaire de diversité. Bon, je n'ai pas montré ces exemples, mais la première question, je n'ai pas très bien compris sur les acteurs. C'était l'idée que selon les acteurs, les mises en circulation et le travail de resémantisation va être plus ou moins réussi selon, j'ai envie de dire, le poids des acteurs dans les espaces sociaux. Oui. Ah oui, bon, ça c'est une très bonne question parce qu'effectivement, bon, la Belgique est un pays où le monde associatif est énorme. Il est énorme, la quantité d'associations est énorme. Il y a beaucoup d'associations antiracistes et alors elles ont fait cette coupole qui les renforce, mais qui est gérée par une association en particulier qui va imprimer tous ces sens nouveaux et qui essaye d'imposer un peu le mot race. Mais je pense qu'il y a trop d'opposition pour que le mot s'impose. Et d'ailleurs, ce mot a un terrible défaut, c'est qu'il est extrêmement ambigu. Et dans les usages, il est ambigu parce qu'il réfère à la fois à un processus de racialisation et à une identité assumée. Donc, ça ne peut pas être les deux. Voilà, je fais un peu trop vite, mais voilà, dans les corpus, c'est très, très clair. C'est un mot qui est très ambigu. On ne sait pas si ça renvoie au concept de Colette Guillaumin, la racialisation de l'extérieur, ou bien non, moi j'assume ma race, j'assume la couleur de ma peau, j'assume qui je suis. Et donc, il y a cette ambiguïté permanente que les locuteurs perçoivent. Voilà, ils disent mais alors, c'est quoi exactement et qui la rend, à mon avis, un peu inapte. Et puis, le potentiel polémique, il est trop grand. Donc, je ne pense pas que ça va s'imposer, comme il y a d'autres mots qui ont été très contestés et qui ont fini par s'imposer. Le mot islamophobie, par exemple. Pourquoi il a fini par s'imposer? Parce que on ne peut pas contester un mot juste par son étymologie. Ça, c'est un peu un faux argument. D'ailleurs, les gens contestent aussi le mot antisémitisme. Ils disent oui, mais les Arabes aussi sont des sémites, alors comment? Voilà. Ça, c'est aussi des corpus sur lesquels je travaille en ce moment. Donc, c'est pas, les locuteurs ordinaires se rendent compte que ce n'est pas l'étymologie qui fait le phénomène et que donc le phénomène, il est là et le mot, il finit par s'imposer. C'est pas, à mon avis, ça va pas être le cas du mot race qui va rester cantonné, je pense, au discours antiraciste, mais bon, à voir. Voilà. Merci. Alors, Sophie Moirand voulait prendre la parole. Micro, Sophie. On a des mots très différents parce que quand on était sur immigrés, etc., ça a des idées des personnes précises dans les... Mais race, c'est un autre problème parce que les problèmes de race, si on voit toutes les cultural studies anglo-saxonnes, etc., ça fait très longtemps que c'est intégré et que ça se répercute maintenant dans les départements qui ne sont pas des départements d'anglais. Donc je veux dire qu'il y a eu une influence qui est tout à fait différente parce que les Blancs aux États-Unis, il y a toujours eu ces phénomènes. Le grand remplacement, ça vient aussi des suprémacistes blancs aux États-Unis ou en Australie ou en Nouvelle-Zélande. D'ailleurs, l'attentat qu'il y avait eu en Nouvelle-Zélande contre une mosquée, c'était effectivement au nom du grand remplacement. D'accord ? Et on a découvert ça un petit peu en France à ce moment-là. D'accord ? Les gens n'ont pas fait très attention en découvrant maintenant qu'il y a des gens qui l'emploient en France, mais en fait, ça a eu une influence aussi, c'est-à-dire que c'est par ces courants-là aussi que sont venus les problèmes de race, etc. Donc il n'y a jamais de statistiques ethniques en France, alors qu'il y a des pays anglo-saxons où il y a des statistiques ethniques. D'accord ? Donc c'est quelque chose qui est intégré dans la culture. Mais c'est vrai que moi j'ai vu ça passer par les départements justement d'anglais, d'accord, où on travaille beaucoup les cultural studies à l'anglo-saxonne et qui influence maintenant beaucoup de gens en sciences de la communication et de l'information. D'accord ? Donc il y a des circuits comme ça qui passent et c'est vrai que ça ne fait pas partie habituellement de la culture. Mais en ce moment, c'est vrai que ça pose une question, mais je pense que ce n'est pas du tout la même chose que pour traiter un mot comme race que de traiter un mot comme immigrant ou immigré, etc. D'accord ? Donc je veux dire que ce n'est pas du tout la même chose, on peut pas les mettre sur le même plan. Je veux dire que c'est vraiment des notions qui ne sont pas du tout du même type. Je veux dire non, mais disons que la nature du désignant en tant que
voilà, les immigrés, on pourrait les appeler différemment. On aurait pu les appeler exilés, on aurait pu, voilà. Non, mais ils sont appelés comme ça aussi, hein. phénomène. On a vu ces différents mots, mais ça n'a jamais été sur des considérations de race. D'accord? On a pu parler d'immigrés, on a pu parler, il y a tout des tas de mots qui sont passés. Moi, j'avais fait le relevé à un moment donné, mais on a rarement parlé de race à leur égard. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est que Bien sûr, non, 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 non. voilà. Donc on aurait pu aussi dire qu'il y avait des problèmes raciaux, etc., avec les immigrés, parce que il est possible qu'il y en ait aussi, hein, je veux dire, mais d'une Alors, mais je veux dire que c'est pour ça que je veux dire que c'est pas exactement sur le même plan, parce que par contre, le problème de la race, comme du grand remplacement, etc., ça c'est des choses qui font partie vraiment de la culture anglo-saxonne depuis longtemps, et alors, qui est intégrée dans les études, justement, aussi les cultural studies. D'accord? alors, à aucun On moment, n'a pas en France, d'accord? Donc les cultural studies, c'est quelque chose quand même qui intègre ce genre de choses depuis longtemps. à Donc, aucun moment, donc là, il y a des cultures très différentes. Et je sais que c'est passé peu à peu dans les études aussi, mais plus en sciences de la communication, etc., par le biais des cultural studies. oui, donc à aucun moment je n'assimile les mots dans leur sens, puisque les sens sont différents, les histoires sont différentes, les trajectoires de chaque mot sont différentes. Pareil avec les désignants d'événements, ça n'a strictement rien à voir. Mais au niveau Alors moi, la question que je me pose, c'est pourquoi il y a des mots qui sont plus débattus dans l'espace social. C'est ça qui m'intéresse. Et donc, je vois qu'il y a des mots qui se signalent eux-mêmes par les débats métalinguistiques. D'accord? Parce qu'ils sont utilisés beaucoup plus en mention qu'en usage. Ou bien qu'il y a une alternance entre usage référentiel et usage métadiscursif. Et à ce niveau-là, oui, on peut les assimiler parce qu'il y a un fonctionnement du corps social qui va faire qu'à un moment donné, il y a des mots qui vont concentrer toute l'attention et qui vont produire énormément de métadiscours, et ce qui va faire que leur sens va encore s'enrichir et va devenir encore plus polysémique. Donc, dans ce sens-là, il me semble que c'est tout à fait possible d'assimiler leur fonctionnement discursif, mais pas du tout l'histoire des mots, parce qu'après, il faut faire au cas par cas, bien entendu. Oui, c'est ça. Merci. Alors, il y a Marc Denner, qui veut prendre la parole. Oui, bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. D'accord. Bon, ben, il y a beaucoup de choses déjà dans ce qu'on vient de dire, hein, puisque moi, en tant qu'angliciste, parfois, quand je vais dans des réunions en sciences du langage, je me rends compte que je ne parle pas tout à fait de la même chose. Donc, effectivement, on a des univers qui sont différents, mais je voulais réagir dès le début. Vous avez parlé dans une de premières diapos du terme allochtone, hein, et puis vous avez dit, bon, maintenant, il est devenu extrêmement négatif. Alors, moi qui suis belge francophone, mais qui ai une partie de ma famille en Flandre, quand je parle avec ma famille en Flandre, j'ai l'impression que allochtone est encore toujours resté plutôt euphémistique. Donc, est-ce que c'est en passant du côté francophone, mais peut-être que je me trompe, hein, parce que je lis encore un petit peu de Standard et des journaux comme ça, et le soir, du côté francophone. Mais j'ai quand même un peu cette impression-là que du côté néerlandophone, allochtone est resté relativement euphémistique, par opposition, par exemple, à vreemdeling, où le terme de vreemd sonne peut-être plus fort que dans un étranger qui est étrange. Hein, voilà. Oui. Alors, c'est pour ça que j'avais fait la différence entre le discours officiel et le discours courant. La ville de Gand, par exemple, a cessé d'utiliser le mot. Parce qu'il était devenu extrêmement négatif. Il y a des journalistes qui ont explicitement dit qu'ils allaient cesser d'utiliser le mot. Et par contre, les gens continuent à l'utiliser parce que c'est encore, et vous avez tout à fait raison, c'est encore perçu comme euphémistique, comme une manière plus douce de dire étranger. Mais on a le même phénomène qu'avec le mot immigré, c'est-à-dire que c'est un mot qui est utilisé pour des gens qui sont nés ici, et dont les grands-parents ont émigré. Et alors, ces gens-là, ils disent, mais je ne suis pas allochtone, je suis née ici, ça fait, mes parents, ils sont nés ici, ma langue maternelle, c'est le néerlandais ou le français ou les deux. Et donc, avec ce phénomène de immigré de troisième génération, comme on dit, mais qui est utilisé uniquement pour certaines personnes et pas pour d'autres, donc pour les immigrés extra-européens.
Donc oui, vous avez tout à fait raison. Et là, il y a un décalage entre les usages officiels et les usages courants. D'accord, c'est plutôt ça. Ouais. Merci. Merci. Sophie Moirand, et je voulais rajouter, peut-être avant de donner la parole à Sophie, juste une remarque. Moi, j'avais travaillé dans le cadre de ma thèse sur la politisation de l'immigration. Et d'ailleurs, Laura, tu le soulignais, ce qui est très intéressant, c'est de voir que derrière ces termes aussi, il y a des populations qui sont désignées par rapport à d'autres, et donc les populations extra-européennes. Et donc, on voit bien qu'il y a des implicites aussi dans ce travail, je dirais, référentiel. Et si on revient sur les différences entre l'Europe, pour le dire vite, et les cultures anglo-saxonnes, je me souviens que donc moi je travaillais sur les débats sur l'immigration, et dans une traduction anglo-saxonne on parlait de race relation, donc le terme de race était déjà très présent, et donc on voit aussi les difficultés de traduction selon les cultures, et en France il y a, j'ai envie de dire, l'universalisme des Lumières avec des guillemets qui porte aussi cette culture, entre guillemets, d'absence de race, quand bien même dans les Lumières, il y avait une hiérarchie qui était très forte entre les populations en fonction de la couleur de la peau et bien sûr de leur origine. Et dans les débats que j'avais étudiés, on voyait que le terme ethnique, qui semble avoir quand même disparu, était très souvent utilisé comme substitut à race aussi. Donc il y a aussi des termes qui fonctionnent comme des substituts dans les discours. Oui, tout à fait. Tout à fait, oui. Sophie? Non, moi je voulais baisser la main, j'arrive pas, mais simplement je voulais dire que, bon, j'avais suffisamment dit là-dessus, simplement je veux dire qu'on ne peut pas assimiler les mots quand même de la même manière, parce que la première partie, là où on parlait des immigrés, etc., moi ce qui me semblait plus intéressant d'ailleurs, c'était de voir aussi la difficulté. Immigré, par exemple, est devenu un terme très employé, mais ce qui est plus intéressant encore, c'est de travailler sur immigrationniste, qu'on rencontre énormément dans les débats européens, d'accord, de l'Europe, et immigrationniste, et d'où ça vient, etc. Je veux dire que c'est quelque chose d'intéressant aussi de voir les dérivations possibles, d'accord, qui se font par rapport à migrants, par exemple, immigrés, immigrationnistes, anti-immigrationnistes. C'était très fréquent dans la dernière campagne électorale présidentielle en France, il y a 4 ans, quoi, il y a presque 4 ans. Et c'était très fréquent, mais c'était très fréquent aussi au Parlement européen. D'accord ? C'est-à-dire qu'au Parlement européen, entre justement les mouvements de droite, etc., se traitaient d'immigrationnistes ou de anti-immigrationnistes. Et donc c'était un gros débat entre Mélenchon, par exemple, et Marine Le Pen, qui étaient tous les deux d'ailleurs parlementaires européens, et donc ça venait de là, je pense. Et en fait, c'était très, très fréquent. Et je veux dire que donc c'est ça aussi, alors que race, raciste, c'est pas le même rapport exactement. Je veux dire que sémantiquement. Donc je pense que c'était juste sur ces 2 exemples que je voulais intervenir en disant que c'était pas du tout le même niveau, à mon avis, de travail qu'on peut faire sur les 2, du point de vue sémantique. D'accord, c'est-à-dire que ça ne peut pas se placer au même niveau. Parce je ne vois pas où est le problème. Mais parce qu'ils sont culturellement aussi issus de traditions différentes linguistiques. Et que quand on fait des comparaisons entre les langues, on s'aperçoit que culturellement, les sens... Alors le problème, c'est que le sens, maintenant, il y a beaucoup de gens qui sont dans la culture anglo-saxonne, en France, et qui effectivement vont prendre ce mot dans le sens anglo-saxon. D'accord. Oui, en fait, donc il y a une... Il faut juste reprendre le signifiant, mais le sens, il va changer en français. Il va changer. Donc, il évolue, forcément. Je veux dire que le problème, c'est que en ce moment, il y a quand même, je veux dire que ça n'a pas changé complètement. Je veux dire qu'il n'y a pas cette notion qu'il y a dans les pays anglo-saxons. C'est pour ça que j'ai fait... Il y a la culture aussi anglophone. C'est pour ça que j'ai bien fait d'expliciter que le corpus était un corpus en français qui étudiait la circulation du mot en français. Alors, bien évidemment, l'inspiration vient des États-Unis puisque toute la littérature est en anglais. Et toutes ces associations travaillent très explicitement avec ils ont des associations là-bas aux États-Unis avec lesquelles elles travaillent et elles le disent très ouvertement, elles le disent, voilà, comme aux États-Unis, il faut... mais le fait est que ce mot, il circule en français.
Alors qu'il faille tenir compte de l'origine, bien évidemment qu'il faut tenir Non, mais compte. raciste fonctionne, mais depuis tout le temps, bien sûr, il fonctionne. Mais justement, il ne fonctionne pas du tout avec la même historicité et enfin, les mêmes sémantiques. Hein, je veux dire que Eh oui, au c'est pour niveau ça que je sémantique, dis- c'est pour ça que j'ai dit que je travaillais sur le terme en français tel qu'il circule à l'heure actuelle dans les associations antiracistes francophones et pas. oui, mais qui sont inspirés des associations antiracistes qui viennent des États-Unis. Je veux dire que si tu veux, la filière est quand même très claire. Hein. Ils s'inspirent des travaux anglo-saxons sur la question Pas et uniquement, de la pas culture uniquement, anglo-saxonne, y pas compris des uniquement. romans, etc. Hein, Pas uniquement, puisque Colette Guillaumin, elle était française. Elle était, hein, elle était. Ah oui, mais peu importe, hein, je veux dire, mais des Français aussi, je veux dire que ce que je disais tout à l'heure, c'est que dans les départements d'anglais, c'est très présent aussi et ça rejaillit aussi. Mais je veux dire que donc il y a effectivement des circulations dont il faut tenir compte parce que, disons que c'est lié quand même à des cultures de base qui ne sont pas les mêmes au départ. Bien sûr qu'il faut en tenir compte, mais la notion de C'est pas totalement assimilable. Et c'est bien de voir d'où ça vient, effectivement. D'ailleurs, le grand emplacement, c'est pareil, hein, je veux dire que c'est effectivement, alors que ça circule maintenant. Mais justement, la plupart des gens, maintenant, quand ils l'utilisent, ils savent même pas que ça vient de là, le grand remplacement. Ils comprennent pas ce qu'ils disent. S'ils reprennent les paroles de Zemmour, par exemple, en ce moment, d'accord, ils vont pas savoir du tout d'où ça vient. C'était pareil un peu pour immigration-niste aussi au départ, hein, quand ça a été employé en France. Hein. D'ailleurs, il n'est jamais reconnu encore immigrationniste en France. Hein. Mon logiciel Word, il le refuse toujours. Hein. C'est pas un mot français. Donc c'est assez intéressant de voir qu'effectivement, il y a des circuits complètement différents de dire sémantiquement et qu'on ne peut pas les assimiler totalement. Je ne suis pas sûr que le grand remplacement est d'origine anglo-saxonne. Ça m'étonnerait. C'est d'origine, disons, c'est d'origine aussi australienne, etc. Enfin, je veux dire que c'est très présent. Et c'est les Blancs, hein, les Blancs, les Ouest, enfin, si alors, vous, la notion de grand aux remplacement, États-Unis, les mouvements, les Blancs, enfin, les mouvements blancs d'extrême droite, ça fait longtemps que c'est toujours en France que je l'ai entendu. Et depuis les années 90, donc. Oui, depuis les années 90, oui, un petit peu. Mais alors, c'était vraiment, ça vient de loin, hein, aux États-Unis. C'est un vieux truc depuis longtemps. D'accord. Et aussi, effectivement, en Australie, en Nouvelle-Zélande, ce qui était très fréquent, et ça s'est traduit d'ailleurs par l'attentat contre. Et ça a été beaucoup à ce moment-là, dans les journaux, même dans les journaux français, on a expliqué d'où ça venait. Non, alors. Excuse-moi Sophie, mais c'était très clair pour le terroriste de Christchurch, il s'était inspiré de l'extrême droite française. Hein. Il l'a dit explicitement. Non, il était venu aussi, mais il l'a dit, mais effectivement, ça venait aussi d'ailleurs, pour l'extrême droite française, ça vient de là aussi. Et la notion de grand remplacement, elle a été utilisée dans la première moitié du XXe siècle par rapport aux Juifs en Europe. Oui. Voilà. Donc, c'est une notion qui est très, très ancrée. Donc, voilà. Connaître l'origine des mots, jusqu'à un certain point. Nous ne connaissons pas l'origine de tous les mots. Hein, même les mots que nous aimons bien, nous ne connaissons pas, nous ne savons pas d'où ils viennent. Alors, notre rôle de chercheur… Oui, non, mais je veux dire que là, ça mérite quand même de faire un peu d'histoire quand on emploie ces mots-là et quand on travaille sur ces termes. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec l'histoire qu'il faut faire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se contenter de faire de la sémantique à cette époque-ci sans revenir sur l'histoire et ce que ça implique, enfin l'histoire au sens large, hein, d'accord, mais et sur l'histoire, parce que derrière tout ça, il y a quand même une histoire qui est très grande derrière les notions de grand remplacement, même si ça a été utilisé après, bien sûr, parce qu'il y a justement les influences culturelles, et c'est venu, mais je veux dire qu'il y a quand même une origine qui est quand même très clairement établie, je pense, enfin, au départ dans l'histoire. Je ne crois pas qu'on puisse se passer de l'histoire, parce que c'est quand même très présent dans une certaine littérature et aussi même dans l'histoire de ces pays, au point de vue culturel. Donc dans des mots comme ça, ce qui n'est pas le cas d'immigré, hein, de l'émigré, le mot immigré n'a pas du tout cette histoire derrière lui. Il existe dans tous les pays d'une certaine façon, mais il n'y a pas cette histoire qui est vraiment quelque chose qui a été basé au départ, le grand remplacement, sur la suprématie blanche, en fait. Et peut-être pour rebondir sur ce que disait Laura et vous-même Sophie, c'est qu'on voit quand même que des périodes et des
on va dire des acteurs vont porter des termes. Et je ferai référence aux travaux de lexicométrie politique qui avaient montré qu'en France, les débats, le terme travailleur immigré avait été très présent, puis a disparu au profit d'immigrés, qui lui-même ensuite a disparu au profit de clandestins, etc. Et il aura souligné l'importance de sans-papiers pour justement essayer de réorienter aussi les formes du débat. Donc, c'est difficile de faire une généalogie un peu de tous ces termes, mais il me semble que ça contribue quand même à éclairer la façon dont les débats se positionnent à des moments donnés, la façon aussi dont ils évoluent selon les périodes. Et je pense que les années 70 en France, les années 1980, 1990 et aujourd'hui montrent qu'il y a des transformations dans les débats. Et peut-être qu'aujourd'hui, ce qui me semble caractériser les débats autour de ces questions, et ce serait peut-être une question, Laura, c'est la dimension, en Europe en tout cas, on parle donc, quand on parle de crise migratoire avec des guillemets, c'est peut-être la dimension européenne de ces questions. Et donc, je me demandais si certains termes s'imposaient dans différents pays. Est-ce qu'il y a une dimension comparatiste dans la recherche ? Bonne question, et je crois, je ne sais pas. Je ne sais pas. Il y a quelques recherches comparatives, mais pas beaucoup. À ce que je sache, peut-être qu'il y en a d'autres qui peuvent apporter quelque chose par rapport à ça. Je ne sais pas. Il y a sûrement des... Enfin, je connais quelques recherches comparatives, mais... alors, la complication, c'est aussi de pouvoir capter les interdiscours dans les autres langues, parce qu'il faut connaître tous les contextes de circulation et pas uniquement, voilà. Par exemple, moi, quand j'avais fait la recherche sur migrants réfugiés, sur le débat autour de migrants réfugiés, et que j'avais fait un corpus en anglais, en français et en espagnol, bah oui, il a fallu me plonger. Voilà, l'observable là, il n'est pas uniquement le mot. Et je sais que les connotations des termes, de tous les termes liés à la migration, ils ne sont pas les mêmes, et même au-delà des langues, c'est en fonction des pays. Hein, voilà, en Amérique latine, ces mots-là n'ont pas du tout le même. Allez, ils n'évoquent pas les mêmes représentations mentales qu'en Espagne, par exemple. Oui. Et du coup, oui, c'est même pas lié aux langues, c'est lié au contexte où ces mots circulent. Et du coup, c'est ça qui fait la difficulté de faire des grands corpus comparatifs. Mais donc, oui, je ne sais pas s'il y a, à quel point il y a. Je ne suis pas tombée sur beaucoup de recherches comparatives par rapport à ça, non. Donc, voilà. Toute l'histoire de la décolonisation qui est très importante par rapport à ces questions aussi, et le fait colonial en arrière-plan aussi qui oriente aussi les débats. Oui. Oui, sûrement, et l'histoire de chaque pays où chaque mot est utilisé, et de chaque pays et chaque langue à l'intérieur de chaque pays où le mot est utilisé. Et comme je disais, par exemple, le mot allochtone qui est passé du néerlandais au français, mais qui est très, très peu utilisé, qui est très peu utilisé en français. Et on a tendance plus à utiliser immigré en Belgique francophone avec les mêmes connotations de étranger. Avec les mêmes connotations d'étranger. Je me souviens d'avoir eu une conversation avec un papa dans une école qui me disait que dans l'école en question, il y avait beaucoup d'étrangers. Et au début, je pensais qu'il parlait de moi parce que je suis étrangère en Belgique. Et en fait, pas du tout. Pour lui, moi, je n'étais pas étrangère, mais les autres, ils étaient étrangers parce qu'ils étaient marqués comme... c'était des enfants d'immigrés. Voilà. Donc, oui, dans ces cas-là, c'est ça la difficulté des corpus multilingues et des corpus qui sont collectés dans des pays différents, c'est que les interdiscours sont tellement différents, toutes les images mentales qui sont évoquées par un même mot qui a le même sens lexical, mais qui après, voilà,
soit le sens discursif est différent, soit il est à peu près le même, mais les images mentales que ça déclenche sont extrêmement différentes. Voilà. Mais bon, là, je ne vous apprends rien. Merci beaucoup, Laura. Merci, Sophie. Est-ce que une autre personne veut prendre la parole? Non. Donc, il y avait des références qui ont été indiquées dans le chat. Ouais, je note bien. Irit, elle donne toujours de bonnes références. Marc, tu voulais intervenir? J'aurais eu envie d'intervenir comme sociologue, sociologue du langage, parce que je trouve qu'on est sur un objet là qui est vraiment à la frontière entre une socio-histoire, enfin une sociologie aussi, tout simplement. Alors, j'ai été très intéressé par le slide sur les rôles de la nomination, où on a là vraiment l'idée ancienne, finalement, en analyse du discours, que le sens d'un mot se reconstruit d'une formation discursive à une autre. C'est une idée qu'on fait travailler pour les sociologues ou pour les historiens, mais en tout cas pour les sociologues, qu'on fait travailler dans d'autres domaines hein, qu'une sociologie de la communication ou que les sciences de la communication et de l'information. Du coup, j'ai bien aimé ce tableau où la nomination et disons, les resémantisations autour d'une nomination permettent des choses aussi diverses que, enfin, sociologiquement parlant, socialement parlant d'abord, que discrétiser un phénomène, que stabiliser un référent social pour une population, que d'agir au niveau des lois, de créer un public, que de penser des phénomènes d'injustice. Et dans un tout autre domaine, mais qui est celui de la sociologie des organisations, moi, j'avais travaillé au moment où montaient les questions de risques psychosociaux, de souffrance au travail, etc. J'avais travaillé sur l'utilisation du mot harcèlement moral et son remplacement par le mot souffrance dans des débats entre syndicats, et notamment la CGT, et ressources humaines, service des ressources humaines. Et j'avais travaillé sur toutes ces stratégies de resémantisation du mot harcèlement moral par les syndicats pour désigner des choses qui... voilà, je pense qu'il nous faut en plus du côté d'une sociologie des organisations, il nous faut en plus la question de jeu de langage, c'est-à-dire que dans ces resémantisations, des jeux de langage différents peuvent opérer. Alors pour le dire rapidement, autour de harcèlement moral, les syndicats essayaient de faire exister une vision assez pénale, puisqu'un harcèlement moral, c'est une dénonciation à la police et puis l'entreprise est inculpée, les RH sont inculpés parce que c'est un fait pénal. Et le jeu de langage, c'est finalement de pénaliser les ressources humaines de l'entreprise, enfin voilà, de les faire rentrer dans le joug d'une pénalisation, alors qu'autour de souffrance, c'est tout un ensemble de jeux de langage différents. C'est par exemple des questionnaires envoyés par la RH pour percevoir les degrés de souffrance des salariés dans l'entreprise. Donc, on avait observé avec des collègues, on avait écrit un article là-dessus, sur comment il y a une opacification des référents, il y a une transformation, il y a un travail du sens pour transformer les référents possibles. Et puis, faute d'arriver à désigner, parce que c'est très lourd le harcèlement moral, c'est une procédure juridique extrêmement fine, donc faute d'arriver à désigner un certain nombre de situations référentielles dans l'entreprise pour attaquer la RH, les syndicats étaient passés au mot souffrance et la RH s'était emparée de ce mot souffrance. Voilà, alors tout ça pour dire que les enjeux me semblent très très importants en termes sociologiques autour de ces phénomènes de resémantisation, de reformulation sémantique. Et
et c'est ces parcours à la fois, je dirais, sémantiques, référentiels, plus généralement, ce sont ces constructions référentielles qui sont intéressantes pour nous, sociologues, dans d'autres domaines que celui des migrations, hein. Oui. Qui me rendent très attentif à votre travail. Voilà. Alors du coup, vous avez, notamment à travers Race, une analyse très diachronique, c'est-à-dire vous montrez trois jeux de langage finalement historiques en synchronie. Votre analyse, enfin ces analyses autour des reformulations sémantiques sont très importantes aussi parce qu'elles permettent dans des dynamiques temporelles beaucoup plus courtes de véritables jeux sociaux. Hein, et c'est pas neutre si voilà, une entreprise est condamnée pénalement ou Voilà. voilà, ou un mot peut faire consensus à un moment donné pour animer une politique RH et un peu et éviter une violence de conflits syndicaux. Voilà. Oui, tout à fait, tout à fait. Merci pour tous ces exemples. En fait, au fond, c'est toute la problématique de comment les acteurs sociaux agissent par le langage et les acteurs ordinaires ou parfois institutionnels ou parfois politiques agissent par le langage. Et c'est bien d'avoir aussi le regard du sociologue. Et je pense que c'est fondamental d'avoir le regard des sociologues là-dessus parce que parfois, les discursivistes ont tendance à surestimer le pouvoir du langage parce que parfois, le langage n'a aucun pouvoir. Et parfois, oui. Et c'est aussi intéressant de voir quand les locuteurs ordinaires pensent que le langage a un pouvoir et quand il n'en a pas du tout. Donc voilà, mais les changements de la représentation, vous le savez mieux que moi, sont très difficiles à mesurer, mais par contre, on peut observer quand les acteurs veulent agir sur les représentations des autres. Et donc tous les exemples que vous avez évoqués sont des tentatives d'agir sur les représentations des autres par le langage. Maintenant, si on y arrive ou pas, ça c'est autre chose. Alors, ce qui est très intéressant, c'est ce que vous disiez sur les débats autour du mot. C'est quand même des indicateurs des enjeux sociaux à un moment donné. Et c'est par là que les sociologues devraient rentrer un petit peu plus dans ces questions-là, parce que c'est vrai que c'est le signal social qu'il y a des enjeux idéologiques forts autour de ces processus de resémantisation. Tout à fait, de resémantisation, mais aussi de néologie lexicale. Alors, pour moi, un cas typique, c'est l'expression cancel culture, où on voit comment, à un moment donné, il y a une expression qui existe dans une certaine ère culturelle qui est importée dans une espèce d'offensive conservatrice dans le champ francophone pour systématiquement délégitimer certains mouvements, uniquement pour ça. Et donc, on voit que le sens que le mot ou que l'expression avait au début, là où il a été importé, aux États-Unis, n'est pas du tout le même qu'on utilise maintenant. Et donc là, on voit dans la néologie, on voit vraiment, mais là, voilà, il y a énormément de collègues qui ont travaillé sur la néologie. Ça, c'est très symptomatique, la néologie. Alors, dans le discours corporate, voilà, c'est classique. Et c'est là qu'on peut se demander qu'est-ce qu'ils essayent de faire avec ça. Et je pense que c'est plus intéressant la question qu'est-ce qu'ils essayent de faire que finalement, est-ce qu'ils réussissent vraiment? Est-ce que le langage a vraiment un pouvoir? Mais déjà, c'est dans le fait d'essayer de changer les représentations dans les langages que nous, on doit agir et observer le phénomène, le pointer. Donc oui, tout à fait d'accord avec vous, tout à fait. Rebondir, je trouve que ça légitime aussi des recherches interdisciplinaires, parce que donc on voit l'apport de la sociologie, l'apport des sciences de l'information, de la communication aussi par rapport à des logiques de communication quand on s'intéresse par exemple au discours politique où les rapports de force et les enjeux communicationnels d'accès aux arènes médiatiques va parfois conduire à adopter certains termes plutôt que d'autres dans une perspective de reprise, de provocation, etc.
et aussi la science politique, parce que il me semble, en tout cas en France, on a parlé de l'eupénisation des esprits, on a parlé d'un certain nombre d'éléments dans ce sens. Et bon, je ne fais pas référence à des travaux très précis, hein, en l'occurrence, mais on observe, hein, ce qui était déjà le cas dans les années 80-90, que des termes, comme tu le soulignais Laura, hein, véhiculent, portent des représentations et qui se naturalisent, hein. Il y a un processus aussi de naturalisation par ces expressions qui construisent aussi les débats publics. Donc, oui. Oui, tout à fait. Mais il y a aussi je trouve qu'il y a un aspect qu'on sous-estime beaucoup, qui est celui de la résistance qu'on oppose à tous ces termes qui viennent des grands discours, du discours politique, du discours médiatique. Par exemple, dans le discours militant, alors il y a une autre doctorante qui est là, Cécile Balti, qui travaille sur le discours militant, elle est là quelque part, et elle travaille justement, bon, elle travaille beaucoup sur des dénominations que les associations utilisent, ou voilà, Marie Véniard, elle a commencé aussi à travailler depuis quelques années sur le discours militant, et là, on relève beaucoup de résistance des acteurs. Et ça, c'est des domaines de la vie sociale qu'on a peu explorés. Et donc, on a beaucoup surestimé, et aussi par une influence des sciences de l'information et de la communication et de toutes les théories, hein, sur les effets. Mais bon, après, il y a eu... Voilà, même ces théories, après, elles ont été atténuées, hein, les effets, ils sont limités, ils ne sont pas directs, etc. Mais par une influence avec ce champ, je trouve qu'on surestime parfois, surtout en ce moment où on voit que l'impact des médias, comme on dit aujourd'hui, dominants, disons-nous mainstream, est très limité, dans le sens où les gens sont de moins en moins exposés aux médias mainstream et qu'ils s'informent de manière alternative. Du coup, je trouve qu'il y a beaucoup à faire. Il y a tout un chantier à faire sur la résistance que les locuteurs ordinaires opposent au discours qu'on peut appeler, oui, dominant, ou aux dénominations qui s'installent. Alors ça, c'est quelque chose que l'on observe tous sur les médias sociaux, mais ce sont des corpus qui sont très difficiles à collecter aussi. Mais on peut voir, hein, aujourd'hui, dans ce qu'on appelle les guerres culturelles, comment les gens s'opposent à des usages qui s'imposent, hein. Typiquement, la cancel culture, l'utilisation du mot cancel culture, comment on va opposer, on va dire, oui, mais pourquoi est-ce que vous appelez cancel culture quelque chose quand ça vient des mouvements progressistes et pas quand ça vient de la droite ou de l'extrême droite? Oui, par exemple, les journalistes qui sont agressés dans un meeting d'extrême droite, ça ne va pas être appelé de la cancel culture, alors que quand c'est un meeting qui vient plutôt du champ antiraciste ou féministe, ça va être appelé de la cancel culture. Donc, on voit beaucoup de résistance de la part des locuteurs ordinaires. Et ça, je pense que, du moins, moi, je connais, enfin, je vois pas, je connais, voilà, tous ces collègues qui ont commencé à travailler sur ça, mais il n'y a pas une énorme littérature sur ces questions-là. Et par contre, les sociologues qui travaillent sur les mobilisations sociales, qui travaillent sur les bases, nous, on travaille sur les grands discours. Et donc, nous, on voit une partie de la big picture, mais on ne voit pas l'autre partie. On travaille peu sur ces discours, ces contre-discours ou ces petits discours qui circulent moins. Et donc, voilà, je pense qu'il y a un énorme travail à faire là-dessus. Oui. Non, je suis d'accord. Mais avec les difficultés de l'interdisciplinarité, hein, qui sont jamais simples quand on veut confronter des mêmes corpus, examiner d'autres corpus qui sont, comme tu le disais, difficiles à collecter dans le cas des espaces numériques. Et tu vois, tu as cité l'exemple de féminicide. Je trouve que c'est un exemple assez emblématique de la façon de reconstruire un problème public et de changer les représentations par rapport aux violences faites aux femmes, qui est un exemple, je trouve, très intéressant. Oui, tout à fait. Et j'avais une discussion avec quelqu'un qui me disait, oui, mais c'est justement, ça ne change rien. Donc, voilà, l'argument, les mots n'ont pas de poids. Mais c'est parce que
il y a une vision erronée de ce que le mot fait. Donc, le mot ne construit pas le phénomène. Le phénomène, il est là. Le phénomène, il y a une femme qui a été battue et qui a été tuée. Voilà, ça, le phénomène, il est là. Mais ce que fait la nomination n'est pas très clair pour les locuteurs ordinaires. Ça permet la coopération, en fait. Ça permet qu'on puisse se mettre d'accord et qu'on puisse discuter de quelque chose. Et ça, comme c'est plus subtil que dire, voilà, ça crée le phénomène, parce que ça ne le crée pas, de toute évidence. Hein, comme le mot racisme n'a pas créé le racisme. Oui, mais ça a permis de se mettre d'accord, ça a permis d'écrire des lois, ça a permis de coopérer. Et en fond, c'est un des rôles primordiaux du langage, c'est de pouvoir coopérer. Voilà, et donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas très, très clair dans la tête des locuteurs ordinaires et c'est qui les conduit à dire de manière, bon, parce que ça colle aussi avec leur idéologie, non, ça ne sert à rien. Voilà. La présence d'un nouveau pronom, ça ne sert à rien. En fait, si, ça sert, mais ça ne sert pas à ceux que vous pensez que ça sert. Bien évidemment, ça ne va pas résoudre les problèmes de sexisme, ça va visibiliser, ça c'est évident que ça visibilise. Ça va créer une image mentale. C'est évident que le langage produit des réalités mentales. On n'a qu'à voir tout le lexique de la pandémie. Hein. Tout d'un coup, on se retrouve avec Omicron. Et donc, on retrouve des titres de presse avec Omicron en position sujet. Donc, Omicron fait quelque chose. Alors que, voilà, on a tout le lexique de, je ne sais pas, cas contact et tout ça, ça nous permet de parler, de créer le sens commun que permet le langage. Donc, c'est évident qu'il fait quelque chose. Après, qu'est-ce qu'il fait concrètement? C'est ça qu'il faut décrire au cas par cas. Merci. Je ne sais pas si d'autres personnes veulent intervenir. Je regarde un peu tous les participants. Merci en tout cas, Christine, pour tes questions. Très pertinentes. Et aux autres aussi. Ben, peut-être qu'on peut se donner rendez-vous en janvier. En tout cas, je ne sais pas si Johannes ou Marc, vous voulez rajouter quelque chose. En tout cas, Laura, un grand merci pour ta présentation et ta participation au séminaire et tes réponses. Vraiment, c'était passionnant sur un sujet qui, je crois, nous intéresse tous à différents titres, hein, d'universitaires, mais aussi de citoyens, citoyennes. Donc, voilà, je crois que c'est des questions qui nous intéressent. Je ne sais pas si Marc ou Johannes voulaient rajouter quelque chose. Ah, Marc, ton micro est coupé, excuse-moi. Non, merci beaucoup pour cet exposé intéressant et puis qui ouvre sur la transdisciplinarité, on l'a vu. On l'a vu à travers plusieurs questions. Donc, merci beaucoup. C'était vraiment intéressant. Merci à vous et un grand merci pour l'invitation, vraiment. Au plaisir d'échanger, Laura, et puis à bientôt à toutes et tous. Et bon week-end. Et on se retrouve donc le 7 janvier pour une nouvelle séance. Merci à toi, Christine, pour ton animation. Je t'en prie. À très bientôt. Et merci, Laura. Au revoir. Au revoir. Au revoir.